Bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Mon nom est Émilie Aubry et je serai votre animatrice et votre dégustatrice en chef cet automne. En effet, Les mots à la bouche, c'est non seulement une rencontre avec des auteurs de la région, mais c'est aussi une découverte de saveurs. Chaque semaine, je visiterai avec un auteur invité un restaurant du coin et nous vous ferons découvrir non seulement le décor, mais également une spécialité de la maison. Et question de vous en mettre plein la vue pour cette toute première émission, je recevrai l'écrivaine Arlette Couture, une grande dame qui a su mettre en valeur l'histoire des femmes québécoises avec la série Les Filles de Caleb. Elle nous parle aujourd'hui de son plus grand succès, mais également de ses petits plaisirs gastronomiques. Et l'endroit par excellence où la recevoir, c'était bien sûr l'Hôtellerie Rive-Gauche et ils nous ouvrent leurs portes aujourd'hui. Suivez-moi. Réputé pour sa fine cuisine gastronomique, le chef de l'Hôtellerie Rive-Gauche, M. Jean-François Méthode, anime vos papilles grâce aux produits sains et savoureux du terroir du Québec. Ces plats préparés avec finesse sauront satisfaire le plus raffiné des palais. La magnifique salle à manger qui fait face à la rivière Richelieu et au Mont-Saint-Hilaire vous plonge dans une ambiance chaleureuse et invitante. Pour atteindre le sommet de votre expérience à l'Hôtellerie Rive-Gauche, le maître d'hôtel vous attend pour vous faire découvrir sa carte des vins recherchés et vous offrir un service hors pair. Monsieur Méthode, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef ici à l'Hôtellerie Rive-Gauche. Comment est-ce que vous élaborez vos menus? J'essaie de suivre les saisons, puis c'est un peu en discutant avec mes producteurs de la région, puis un peu plus loin en région. J'aime bien mettre en valeur les produits de chez nous, puis j'essaie de suivre les saisons. Ça fait que j'ai un menu que je fais pour l'été, la carte d'été, la carte d'automne, mais à chaque mois, j'ai un menu dégustation que je change ou que je peux vraiment personnaliser avec les produits qui sont vraiment de saison. Alors, outre le menu table d'hôte, il y a vraiment les gens peuvent découvrir ce qui est actuellement disponible. C'est ça, le plus frais. Le plus frais, exactement. En même temps, pour l'équipe en cuisine, c'est intéressant de pouvoir faire un peu de recherche, du développement. Puis on dit, mettons, on va tester, si on peut dire, des recettes, des plats. Puis à un moment donné, avec l'écoute du client, on voit que ça marche bien. Tout ça, bien, après, on va les introduire sur notre carte à un autre moment. Quels sont les plus beaux commentaires que vous recevez de vos clients? Je dirais que les gens, ils sont de plus en plus en intention de voir qu'on travaille beaucoup avec les artisans. C'est des produits de chez nous, on essaie de mettre en valeur. Puis maintenant, les gens font attention à ce qu'ils mangent. Fait que souvent, c'est des produits sans être bio, mais qui sont faits comme il faut, si on peut dire. C'est naturel, sans antibiotiques, des choses comme ça. Fait qu'avec les maraîchers, les légumes de chez nous, des choses comme ça. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous avez plusieurs salles, ce qui vous permet d'accueillir notamment les gens pour des mariages, des réunions professionnelles. On fait beaucoup de corporatifs, des anniversaires, les mariages aussi. Ça fait que c'est un peu le défi qu'on a parce que non seulement on a le restaurant où on peut avoir 70 personnes au restaurant, mais je veux dire, j'ai 3 salles de réception, si on peut dire. Fait que je peux avoir, mettons, 300 personnes en banquet à côté du restaurant. Ça fait que ça demande une organisation. Oui, là. Et d'ailleurs, on a visité les cuisines tout à l'heure et c'est très organisé, justement. Oui, aujourd'hui, là, on se prépare pour le week-end. Fait que vraiment, là, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, on se prépare. Puis c'est le secret de la réussite, c'est vraiment la mise en place les journées avant pour être prêt pour les grandes journées. Et présentement, on est dans les jardins, donc c'est ici qu'ont lieu les petits cocktails, souvent pour les événements. Effectivement, les gens, s'ils vont se marier, bien, ils peuvent prendre l'apéritif dans le jardin pour le cocktail. Puis, je veux dire, on peut organiser, par contre, pour des groupes, un midi, les gens vont venir, on va sortir un barbecue. Puis là, on pourrait faire des grillades dans le jardin pour accommoder les réceptions qu'ils nous ont demandé. Et je sais que Rive-Gauche prépare également des projets futurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bien, moi, c'est ça, l'hôtellerie a été vendue maintenant, ça va faire 2 ans et demi. Puis le propriétaire, Mathieu, a comme projet de rénover actuellement toutes les chambres de l'hôtel, tout refaire les chambres au complet, refaire le restaurant, rajeunir un peu l'image du restaurant, refaire aussi l'entrée au niveau de la réception, le hall. On va retoucher les salles de réception, tout ça. Fait que ça, c'est le projet qui s'en vient, là, je dirais à court terme. D'ici 15 mois, les projets vont être terminés. Puis par la suite, là, un petit peu plus tard, on projette de refaire un hôtel d'une 40aine de chambres pour amener la Rive-Gauche à un hôtel d'environ 65 chambres. Wow! Alors, on vient ici pour passer la nuit, pour se marier, pour travailler. Et moi, bien sûr, je m'en vais manger. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Couture, bonjour.
Bonjour à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes la première invitée. Vous inaugurez l'émission aujourd'hui. Et je vais couper le ruban. Ah oui, c'est ça, exactement. Alors, action, on débute avec Arlette Couture et c'est une grande fierté pour nous, d'autant plus que moi, je tiens mon nom d'Émilie Bordelot, donc de vous, par le fait même. En 86 ou en 90? 90. OK. Oui. Le deuxième cru. Exactement, la deuxième cuvée. J'imagine que je ne suis pas la seule à avoir été inspirée par Émilie Bordelot. Non. Parce que ça a tellement fait un énorme succès ici au Québec. Est-ce que vous vous attendiez à un aussi gros succès quand vous avez écrit les premières lignes des Filles de Caleb? Je dirais oui, je serais très prétentieuse, mais j'avais comme confiance en ce livre-là. C'est la prétention du premier roman, c'est sûr. J'avais confiance en l'histoire, j'avais confiance en les personnages, j'avais confiance en ça. Puis je me disais, s'il peut juste être lu, ça va bien aller. Mais pendant 3 mois, ça décollait très lentement, puis il a presque été pilonné au bout de 3 mois, puis tout à coup, il est parti, puis il redescend toujours pas, en fait. Et ça, c'est grâce aux bouche à oreille, en fait, au départ. Oui, au départ. Puis un poids média qui a été intéressant. À peu près au 3e mois, j'avais fait je ne sais pas combien d'émissions en même temps. Tu sais, il n'y avait presque rien, mais ils avaient fini les livres d'été. J'étais rendue en juillet. Mon livre était sorti en avril et j'étais rendue en juillet. Puis là, bien, on va l'apprendre. C'était les émissions estivales et tout. Puis il y a eu un point média très intéressant. Puis là, paf, c'est parti. Ça s'est envolé et ça a même donné une série de télévision qu'on connaît très bien aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous saviez, qu'on allait faire une émission avec ça? Non. On ne peut pas savoir ça quand on est au Québec. Mais je dis non, mais c'est un petit mensonge, un white lie, comme diraient les Anglais. Je n'avais pas cédé les droits d'adaptation à l'éditeur, je les avais gardés. Parce que vous saviez qu'un jour, ça pourrait très bien être adapté pour la télévision. Exact. Et aujourd'hui, on voit la comédie musicale Les Filles de Caleb. Oui, c'est plutôt une opéra folk, puisque je pense qu'il n'y a rien de drôle dans Les Filles de Caleb. Non! On a changé ça, on a produit une comédie musicale. Opéra folk qui est très bien interprétée aussi avec des chanteurs de grand talent. Oui. Est-ce que vous avez vu la pièce? Oh, je l'ai vu 6 fois. 6 fois? Oui, et chaque fois, c'est différent. Je ne sais pas, peut-être que j'irai quelque part au Québec quand ça va jouer juste en région pour dire que je suis allée. Les gens pensent que ça ne nous concerne plus, puis ça ne nous regarde plus, puis c'est vrai, il y a plein d'intervenants, on n'est pas vraiment concernés. Mais c'est dommage, mais ce sera toujours mon bébé. Mais oui. C'est à moi. Et puis, de voir qu'il prend différentes formes, différents visages, c'est très gratifiant, c'est très agréable. Mais toujours, je dis, c'est eux qui le font, ce que je vois. Mais c'est quand même mon bébé qui est à l'origine de tout ça. Puis ça, c'est très agréable comme sensation. On n'a pas le sentiment d'être passé à côté. Et je pense que personne ici n'a oublié que vous êtes la mère des Filles de Caleb. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. On peut toutes les nommer. Tous les rôles. La mère du livre, la grand-mère avec la télésérie, ensuite l'arrière-grand-mère avec l'opéra folk. Oui. Ouais. Et puis, c'est toutes ces femmes-là, moi-même, avec tous les visages que j'ai, toutes les formes qu'ont pu prendre le roman, me touchent toutes. Viennent toutes me titiller le cœur d'un côté ou de l'autre. Oui, mais du point de vue d'une téléspectatrice, comment vous avez trouvé le spectacle Les Filles de Caleb? Spectacle ou la télé? Le spectacle? Le spectacle. Oh mon Dieu! J'étais à la première. C'était très émouvant parce que j'ai pas vu beaucoup de répétitions, presque volontairement. Je voulais être comme happy parce que j'allais voir, puis c'est ça qui s'est produit, puis j'étais contente. Puis Michel Rivard est d'une gentillesse et il est tellement bon. Tu sais, c'est hallucinant les chansons qu'il a faites. Puis Micheline a eu du flair en faisant, en amenant le passé avec le présent. Puis elle a fait un livret qui est intéressant. Puis la mise en scène avec M. Bilodeau, c'est tout ça. Et le casting est intéressant aussi.
Dans le roman, un de mes personnages, je dis bien dans le roman, là, un de mes personnages que j'aimais beaucoup, moi, c'était Henri Douville. Puis je trouvais qu'il y avait un amour à la Cyrano de Bergerac, un amour abnégation totale. Et c'est drôle, je le retrouve énormément aussi sur scène. Yves fait, c'est le cas de le dire, une montée au but. C'est drôle parce qu'il est comédien, puis il se sert de tous ses talents, c'est comme un diamant, il y a plein de facettes et c'est tellement agréable à voir. Ça, c'est vraiment le fun. Puis est-ce que vous êtes fière ou vous êtes plus touchée lorsque vous assistez à un événement comme ça? C'est-à-dire quand on reprend vos personnages, est-ce que vous êtes ému ou... Oui, c'est ça que je dis. Chaque personnage, chaque comédien qui prend un personnage vient me chercher parce que lui, il va aller chercher une facette qui n'était pas nécessairement la focale de ce que moi j'avais écrit. Et c'est ça que je trouve intéressant, tu sais, de voir aller. Et tout ce qui manque aux Filles de Caleb, en fait, c'est maintenant une adaptation cinématographique. Oui, bien c'est vrai, c'est vrai. Ce serait bien. Oui. J'aimerais ça parce qu'il y a les 3 tomes, hein? Il y a les 3 tomes. Oui. Et ce que j'ai fait et que je voulais faire, je ne parlerai pas comme les Français disent ce que je voulais faire, ce que je voulais dire. Non, moi, ce que je voulais faire et que j'ai fait, ça a été 100 ans d'histoire de femmes québécoises. Oui. Et je pense que c'est clair, net et précis. On voit l'évolution, on voit toutes les différences et on voit la difficulté de la dernière génération qui est ma génération. On voit la difficulté de cette génération-là ou même la génération de ma sœur aînée à se trouver une place dans tous les mouvements. Puis cette génération-là a été brassées. Les filles, par exemple, qui sont nées pendant la guerre ou au début de la guerre, elles ont été brassées, sont passées carrément d'un Québec hyper catho à la Révolution tranquille. Il y en a qui ne se sont pas mariées, c'est la pilule, c'est hallucinant tout ce qui est arrivé. Elles ont vécu comme 4 siècles en 20 ans. Et on leur a demandé beaucoup. Et donc, vous avez représenté cette période de notre époque à travers les Filles de Caleb. À travers, la mésange, Élise. Oui. À travers Élise, qui tout à coup dit, mais écoutez, moi, je veux un mari, je veux être amoureuse, je veux un mari, je veux des enfants, excusez-moi, là, je veux rien d'autre. Et qui est presque un peu gênée d'avoir si peu d'ambition dans le livre. Et alors que maintenant, je pense qu'on revient à la famille, on revient aux familles de 3, de 4, de 5. Et je regarde Alissa puis je me dis ce que mon père me dit. Tu vas voir, la roue tourne toujours. Et d'ailleurs, on parle de vos parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous leur avez appris « Aujourd'hui, je veux écrire un livre » Il n'y a rien qui se passe comme on pense. Quand j'avais 6 ans puis que j'ai appris à écrire, ça me servait, moi, déjà, dans ma tête, à écrire un livre. Quand j'avais 8 ans, j'avais gagné un concours, puis j'avais eu mon texte publié dans un magazine. Quand j'avais 12 ans, j'avais gagné un concours aussi, et puis j'avais hérité de quelque chose. On m'avait donné un livre publié chez Fides. Ensuite, j'ai toujours su, non pas que j'allais devenir écrivain, mais que j'étais écrivain, mais je ne savais pas comment la chose était pour se passer. OK. Mais j'avais, tu sais, comme je regarde mon fils à 5 ans, il disait, moi, je vais être avocat. Puis tout le monde disait, oui, il veut être avocat. Mais c'est un atavisme. Il venait de 2 lignées d'avocats, de gens de robe. Et puis, lui, c'était clair, net et précis. On n'en parlait même pas. Puis pour lui, il voulait être avocat. Puis effectivement, il était avocat. Il a toujours comme su qu'il était avocat. Et puis, le deuxième fils chez nous a toujours su qu'il n'entrait pas nécessairement dans les sillons de la famille, mais qu'il se sentait comme à côté de tout ça. Et bien, c'est un poète slameur, c'est complètement autre chose. Et je pense qu'il a toujours su qu'il était là sans l'être. Mais dans votre cas, oui, vous étiez destinée à être écrivaine, mais vous avez tellement touché à beaucoup de facettes autour des communications. J'imagine que pourquoi vous faisiez ça? Pourquoi vous cherchiez à aller faire autre chose que d'écrire? Bien, là, je cherche à faire autre chose que d'écrire. Oui, pourquoi donc? Mais j'adore l'écriture, mais c'est extrêmement exigeant. C'est un métier extrêmement exigeant. D'abord, vous travaillez toujours en solitaire. Puis travailler en solitaire, ça veut dire que jamais vous n'avez l'occasion d'être avec des gens pour partager les idées. Vous écoutez les nouvelles le matin, il se passe quelque chose, et puis vous êtes incapable d'en parler en disant « Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que tu perçois ça? » Vous êtes d'une certaine façon très branché sur quelque chose, mais